Après un long voyage, entre Paris et le Masai Mara, de près de 20 heures puisque je suis parti le jour même de la Nièvre en voiture et que je suis passé par Fontainebleau, puis ai pris un long vol d'une dizaine d'heures, suivi de 2 transferts un peu éprouvants, l'un en minibus et l'autre à moto, j'étais très content de reprendre mes anciens repères dans la guest house de Kilileoni. Après une très bonne nuit, je suis sorti, avant même la prise du petit déjeuner, faire le tour du propriétaire. Je suis monté sur la plateforme de la citerne d'eau, à environ 4 mètres de haut, et j'ai fait un tour d'horizon complet, un 360 degrés, ce qui m'a permis d'embrasser du regard l'ensemble des terres environnantes, de reprendre conscience de l'isolement des lieux même si l'école primaire et le village traditionnel Massaï de Kilileoni ne sont pas très loin. Puis, je me suis rendu chez mes voisins, de modestes éleveurs de bétail. Les vaches et leurs petits passent les nuits dans les enclos, à l'abri des prédateurs, et sous la surveillance de gardiens. Au petit matin, ils peuvent sortir dans la prairie et commencer à brouter. Sur le coup de 9 heures, les femmes massées sortent et viennent faire la traite des vaches, en partie pour leur consommation personnelle, et une partie pour être revendues, par exemple à ma guest house pour faire le thé au lait. Il y a un ramassage de lait tous les matins, fait à moto avec de gros bidons posés sur les côtés. Je suis allé à leur rencontre, et j'ai, comme d'habitude, été bien accueilli. J'ai longuement assisté à la traite qui, lorsqu'on n'y est pas accoutumé, est un réel spectacle. Comme les animaux sont lâchés dans la nature, la traite n'est pas très aisée. Seules les vaches suitées sont traites, les autres n'ayant pas de lait. Il faut tout d'abord tenir le veau éloigné des pieds de sa mère, soit avec un enfant le tenant avec une corde, soit en l'attachant au branchage d'un buisson. Ensuite, il est préférable d'entraver les pattes de derrière de la vache, pour être plus libre de ses mouvements pour faire la traite, et sans une vache qui cherche à s'échapper. On est si éloigné des pratiques mécanisées mises en œuvre dans les exploitations occidentales. On se demande comment il est possible que, pas si loin de chez nous, la traite se fasse encore debout, à une main, l'autre tenant le bidon, en extérieur, quel que soit le temps, sans aucune installation appropriée, en faisant fi des contraintes sanitaires. On ne peut même pas appeler ça une traite artisanale. C'est une traite avec les moyens du bord. Bon, il est temps d'aller faire un tour à l'école et au village, distant d'environ 1 kilomètre de la guest house. En chemin, à peine éloigné de la maison d'hôte de 200 mètres, 2 girafes sont en train de manger les feuilles sur le dessus des arbustes et des arbres. Après les avoir dérangées, nous continuons, mon frère et moi, vers le village. Un peu avant le village, une vache se repose, assise sur l'herbe, très éprouvée après avoir tout juste mis au monde un veau. D'ailleurs, lorsqu'elle s'est mise debout, on voyait qu'elle n'avait pas encore entièrement expulsé le placenta. Le nouveau-né tenait à peine debout, brinque-ballant, marchant d'un pas très hésitant, tout en réussissant à toujours conserver son équilibre. Sous le regard de quelques villageois, soulagé, le petit veau a fini par trouver les tétines de sa maman, et a commencé à téter. Bien sûr, ce passage peut être regardé, sur votre écran, comme tant d'autres, en accéléré, mais j'ai trouvé ce passage tellement émouvant, cette nature si fragile dans un environnement aussi dur. Une vache n'avait-elle pas été tuée, quelques jours plus tôt, pas très loin du village, par des lions? Le village Massaï, ou encore Maniata, se compose d'une bonne vingtaine d'habitations, de forme rectangulaire. Les habitations sont construites avec un mélange de bouse de vache et d'argile collée sur une ossature à base de branches de bois. D'ailleurs, en arrivant, plusieurs villageoises, puisque cette tâche est du ressort des femmes, sont en train de refaire à neuf le revêtement mural extérieur de leur maison, ce revêtement ayant tendance à se craqueler sous l'effet du soleil, et à tomber. L'habitation n'est pas très haute, avec une petite ouverture à l'entrée qui donne sur un sas et un petit couloir qui débouche sur la pièce à vivre. Il y a en général que 2 petites ouvertures dans les murs, ce qui permet une meilleure circulation de l'air et l'évacuation des fumées du feu de bois utile pour faire la cuisine, à même le sol. Les maisons d'habitation forment un très grand cercle. Autour de ce cercle,
sont posés des amoncellements de branchages, des branches d'acacia avec des épines de plusieurs centimètres de long, afin que les prédateurs soient empêchés de rentrer dans le village. Ce qui n'empêche pas de relever plusieurs intrusions de hyènes à l'intérieur du dispositif, et encore récemment d'un guépard. Pour l'instant sans conséquences graves. À l'intérieur du village, au milieu de la place centrale, se trouve un boma, qui est un enclos où le bétail passe la nuit, à l'abri des prédateurs. Les Massaïs sont facilement reconnaissables à leurs vêtements rouges, et à leurs bijoux à perles. Les hommes portent souvent un morceau d'étoffe jeté sur une épaule. Ils utilisent une lance aiguisée, de plus en plus souvent remplacée par un bâton de berger en bois, et un petit coutelas. De nombreux Massaïs accueillent les visiteurs dans leur village, et utilisent les revenus dégagés par la vente de leur artisanat pour financer des écoles, acheter des médicaments, et agrandir leurs précieux troupeaux de bétail. Je ne pourrai jamais suffisamment remercier mon frère Oscar sans qui je n'aurais jamais pu à ce point profiter des fabuleuses découvertes culturelles que cette proximité avec ces Massaïs peuvent m'apporter. Je suis désolé, jeune fille, de t'avoir fait pleurer. Je sais, tu n'es pas habituée à rencontrer des étrangers, et encore moins des étrangers blancs. Et ils te font donc peur, je te comprends. Je vais m'éloigner. Je suis à chaque fois surpris et ravi de constater que ces enfants, qui ne vivent avec rien, qui n'ont même pas idée de comment vivent les enfants ailleurs dans le monde, qui n'ont pas d'écran à disposition, qui n'ont pas de jouets, peuvent s'amuser, se divertir, s'occuper avec ce qu'ils ont, c'est-à-dire pas grand-chose. La marelle est ici un jeu fréquent, car ce jeu ne requiert qu'un bout de terre battu et un caillou. Le soleil descend à l'horizon, il est l'heure de rentrer à la Guestouze. Une nouvelle belle journée se termine.